je suis le gérant de Dendrotech, qui est un bureau d'études qui est spécialisé en dendrochronologie, appliquée au bâti essentiellement. Donc il y a on est basé à Rennes et aussi à Angoulême depuis 2 ans. Donc vous le verrez que notre spécialité c'est vraiment de travailler sur du bâti de bois, uniquement bois, parce que la dendrochronologie c'est une technique qui permet de dater les bois. Et on travaille sur des problématiques variées. Dans ce cadre-là, à Quimperlé, on a fait toute une mission en amont d'un gros diagnostic qui va être réalisé très très prochainement. Et donc là, je vais vous présenter cette discipline qui est un petit peu particulière, qui est encore très très méconnue. Et ensuite, les résultats qu'on a obtenus sur différentes maisons à Quimperlé. Donc c'est à la fois sur cette maison des Archers, les 3 maisons qui sont en bas à gauche là, voilà, de Quimperlé, les shops et l'autre que je vous présenterai. Donc, comme je vous disais, donc, dans le contexte, on a 15 ans d'existence, c'est une start-up de l'Université de Rennes du CNRS. Donc, dans l'équipe, on a vraiment des multiples compétences. Moi, je suis xylologue de formation, avant d'être dendrochronologue. La xylologie, c'est tout ce qui est détermination des essences de bois. Et je suis vraiment diplômé en archéologie. J'ai fait un travail de maîtrise, à l'époque on parlait de maîtrise, sur les cercueils cloués de la collégiale Saint-Martin-d'Angers. Donc moi j'avais étudié du bois qui est rouillé, qu'on appelle du bois perminéralisé autour des cercueils. Donc nous on travaille principalement dans le domaine de l'archéologie du patrimoine, donc on travaille un petit peu partout. Vous voyez, des fois, donc ici on était à Quimperlé, avant les vacances d'été, on a fait un gros travail sur les invalides à Paris, à l'Assemblée nationale, etc. Donc vraiment on peut travailler aussi sur des épaves. Donc on a vraiment des sites très variés, des problématiques très variées. Et aussi, on fait des fois de la photogrammétrie. Je vais vous présenter un peu en quoi ça consiste. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que l'idée, c'est de parler pendant 3 quarts d'heure. Donc puis après, s'il y a des discussions, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc ça, c'est l'inventeur de la dendrochronologie, qui est une discipline qui a été inventée aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est M. Douglas. Donc lui, il travaillait surtout sur la variation du cycle solaire. Il s'est rendu compte que les arbres qui poussaient avaient des variations de croissance communes. Après, c'est très particulier, lui, il travaille sur des types de pins dans le désert d'Arizona. Et c'est des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 5000 ans. Donc c'est les arbres les plus vieux sur Terre. Et aussi, juste une petite parenthèse, déjà Léonard de Vinci avait déjà remarqué qu'il y avait une corrélation entre l'épaisseur des cernes et précipitation. Ça fait très longtemps qu'on voit que le climat agit sur la croissance des arbres. Et on pensait que c'était une technique qui ne pouvait pas être importée en Europe, puisque dans les arbres qu'il étudiait, avait vraiment juste un facteur qui va limiter la croissance de ces arbres, c'était surtout les précipitations. Puisqu'on était dans un désert, c'était vraiment la pluie qui agissait sur leur croissance. Alors que nous, en Europe, vous allez voir, il y a différents facteurs qui peuvent agir sur la croissance d'un arbre. Il y a bien sûr le climat, il y a aussi l'homme qui va agir sur sa croissance, en le blessant parfois l'arbre, la profondeur des sols, des insectes, les champignons, etc. Et tout ça, ça agit sur la croissance d'un arbre. Alors quels sont les principes? Alors déjà, dendrochronologie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça vient de la racine grecque dendron, qui est l'arbre. Xylologie, dont je vous parlais tout à l'heure, xylo c'est le bois. Chronos le temps, logos le discours. Donc la dendrochronologie, c'est ça. Donc juste à droite, un petit peu d'anatomie du bois, parce que souvent, des fois, on ne sait pas trop comment fonctionne un arbre. Il faut savoir que chez les feuillus, on vraiment distingue des feuillus des conifères. C'est que chez les feuillus, on a un bois au centre de l'arbre, qu'on appelle le duramen, qui va servir de tige de soutien à l'arbre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce duramen, c'est du bois mort. La vie de l'arbre est concentrée dans l'aubier, donc dans les cernes les plus à la périphérie. C'est pour ça que toute la vie de l'arbre est concentrée que dans le bois plus clair qu'on appelle aubier. Donc cet aubier-là, je vous en parlais souvent, parce que c'est à partir de ce bois, de ce tissu, qu'on va pouvoir savoir si on est proche de l'écorce ou pas. Donc au centre de l'arbre, c'est un bois, comment dire, dur, qu'on appelle bois parfait, duramen, etc. Ensuite, autre chose qui est assez intéressant à savoir, c'est que les anneaux de croissance, on dit cernes aussi, se mettent en place les uns sur les autres à la manière de poupées russes.
Si vous faites des prélèvements, par exemple un prélèvement à la base de l'arbre et un autre en hauteur de l'arbre, vous n'aurez pas le même nombre de cernes. Vous aurez davantage de cernes à la base de l'arbre. Parce que ça vraiment, ils vont se mettre en place les uns sur les autres. Donc ça, c'est déjà les premières choses à savoir. Ensuite, les principes généraux. Qu'est-ce qui nous permet de dater les bois? Déjà, les arbres, avec nos climats, sous nos climats, ils fabriquent un seul cerne par année, un anneau de croissance. Voilà. Si vous coupez un arbre et vous comptez le nombre de cernes, vous pourrez savoir quel âge a cet arbre. S'il a 50 ans, 80 ans, 120 ans, etc. Ce qui est important, c'est que ces largeurs de cernes sont liées aux conditions environnementales et au climat essentiellement. Un cerne, un climat favorable pour l'arbre, on aura un grand cerne. Un climat défavorable, on aura un petit cerne. Et c'est on peut savoir que nos climats ils changent d'une année sur l'autre. Donc par principe, si on mesure chaque largeur de cerne sur le bois depuis la moelle jusqu'à l'écorce, on aura une courbe de croissance qui ne sera pas reproductible dans le temps. Il y a des années comme ça qui sont connues à la fois par la dendrochronologie des textes, comme l'année 1137. En 1137, il y a une sécheresse qui a touché l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest. Et dès qu'on étudie un bois qui a poussé donc cette année-là, on a un tout petit cerne. C'est assez impressionnant. Le cambium, je l'ai oublié de vous parler de ça aussi, c'est une couche de cellules indifférenciées, donc c'est l'acide génératrice. Et donc c'est pourquoi on parle de cambium et d'année cambiale en dendrochronologie, parce que l'écorce n'est pas toujours présente, mais ça signifie aussi qu'on a un objet complet. Donc on a tous les cernes jusqu'à l'écorce. Ce qui est important, c'est que ces variations de largeur de cerne sont vraiment équivalentes à l'échelle locale, régionale, voire planétaire, parce qu'il y a des éruptions volcaniques aussi qui ont une incidence sur la croissance des arbres. Donc ça c'est très bien, c'est bien de savoir ça, c'est bien qu'une séquence de largeur de cerne finalement va correspondre à une période donnée pour une région donnée, mais c'est comment faire pour placer cette courbe de référence sur d'autres référentiels. Donc, on possède une base de données qui s'enrichit en permanence. Toutes les études qui ont été faites à Quimperlé, ils viennent enrichir cette base de données. Mais au départ, pour remonter dans le temps, on utilise le principe de la remontée du temps, c'est-à-dire qu'on est parti des forêts actuelles, sur des arbres vivants. Si j'avais voulu mettre en place un référentiel pour la région, je serais allé en forêt, j'aurais choisi des arbres éventuellement s'il y avait 300 ans, en 2021. 300 ans, ça nous remonte jusqu'en 1721. Le but, c'est de trouver ensuite des bois partiellement contemporains, mais quand même toujours plus anciens pour remonter dans le temps. Donc en gros, c'est les différents bâtiments qui vont nous permettre de remonter dans le temps, et la découverte aussi de bois gorgés d'eau, dans le cadre de fouilles archéologiques. Les milieux humides conservent des matériaux organiques, et comme ça on peut remonter dans le temps jusqu'à assez loin. Il y a peut-être maintenant 3-4 ans, on a travaillé sur des bois, dont on a pu déterminer qu'ils étaient abattus en 3896 avant Jésus-Christ. Donc c'était des bois façonnés par l'homme. À l'époque, le métal n'existait pas, donc c'était vraiment des haches polies. C'est assez impressionnant. Donc ces référentiels, souvent, on a essentiellement du chêne. La plupart des constructions, ici c'est que du chêne. À Quimperlé, on a trouvé que du chêne, par exemple. La plupart des constructions en France, excepté dans le sud, on a d'autres essents comme le conifère, on a affaire du chêne. Et vous pouvez voir que ça, on fait un zoom sur le plan qui montre les cernes, on appelle ça le plan transversal. On voit que les cellules se mettent en place différemment d'une essence à une autre. Donc ici, vous avez le chêne à gauche, c'est un vaisseau qui est assez à gauche. Vous avez le sapin au centre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sapin n'est pas un résineux. Tout le monde pense que c'est un résineux, mais ce n'est pas un résineux. En xylologie, quand on apprend la xylologie, donc on a des clés de détermination. Donc on sait que un des premiers critères de détermination des essences pour les conifères, c'est est-ce qu'il a des canaux résinifères ou est-ce qu'il n'a pas de canaux résinifères. Le pin a des canaux résinifères, c'est un résineux, le sapin ne l'est pas. Il ne fait pas de résine, le sapin. C'est plutôt un conifère. Mais bon, après, tout le monde fait la faute. Et à droite, vous avez de l'orme. Ce qui est intéressant aussi, c'est souvent, on lit on peut voir, même quand on fait des visites, que là, cette charpente est en châtaignier, la preuve, il n'y a pas de toile d'araignée. Je pense qu'il y en a certains qui vont plus entendre ça. C'est faux. Bon, même s'il y a des charpentes parfois qui vont exploiter du châtaignier, c'est pas la majorité. Il y a vraiment aussi
Ça peut venir aussi d'une confusion, parce que les deux essences, il y a juste un seul critère qui les distingue, c'est ce qu'on appelle les rayons multisériés. Avant, on appelait ça des rayons médulaires. En gros, quand vous coupez un arbre, vous pouvez voir, quand vous voyez des lignes qui séparent, qui font un peu des camemberts sur un... Voilà, ça c'est le chêne. Le châtaignier n'en a pas, on n'a pas de canaux résinifères. Et aussi, on parle comment dire, je cherche le terme, bon, ça va pas me revenir, mais bon, c'est juste pour vous dire. Alors, une partie très importante, c'est que signifie une date dendrochronologique. Très important à savoir. Parce que ce dont je vous parlais, ça concerne essentiellement la construction. En menuiserie, vous allez voir, c'est pas le bois utilisé en menuiserie, il peut y avoir d'autres problématiques. Ça c'est sûr, la datation dendrochronologique renseigne avant tout sur la mort de l'arbre. C'est la mort de l'arbre qu'on détermine. Donc cette datation peut être précise à l'année, voire à la saison près, puisque vous allez voir pourquoi, parce que chez le chêne, au sein d'un cerne, il y a deux types de bois. Dans la plupart des feuillures. On a un bois qui est riche en matière, qui est riche en vaisseaux, où circule la sève, qu'on appelle le bois initial ou le bois de printemps. Et donc il se met en place début mars, fin février, début mars jusqu'à mi-mai. Il est suivi d'un bois plus riche en fibres, surtout chez le chêne, qu'on appelle le bois final ou bois d'été. Et donc, c'est en observant ce dernier cerne avant l'écorce qu'on va pouvoir déterminer sa saison d'abattage. Est-ce qu'il y a eu le temps de faire tout son cerne jusqu'à la saison hivernale? Ici, en haut par exemple, vous pouvez voir que le cerne il est incomplet. Il a juste un seul rang de bois initial. Et ça, c'est un site archéologique que j'avais étudié en 2002. Et on a pu déterminer, pour ces poteaux en particulier, qu'ils avaient été abattus en automne-hiver 981, là celui-là 982, au printemps 982. Et le bois du dessous, c'est vraiment automne-hiver 981-82, parce que vous pouvez voir qu'il y a bien le bois initial suivi du bois final. Donc ça, c'est vraiment les cas les plus favorables, c'est quand on a sur l'ensemble des bois, donc, tous les cernes jusqu'à l'écorce. Quand vous regardez les poutres au-dessus de vos têtes, vous voyez que cet aubier, il est souvent mangé, attaqué. Alors ça, ce sont les insectes qui les attaquent, parce que les insectes xylophages s'attaquent essentiellement à l'aubier, parce qu'il est riche en matière nutritive, et rarement au duramen, donc le bois de cœur. Donc faites attention aussi aux boîtes qui veulent vous vendre des trucs. C'est souvent l'aubier, il n'y a pas de répercussion, d'impact, c'est pas grave. Donc en revanche, si on n'a pas d'aubier complet, donc un aubier incomplet, mais vraiment un départ d'aubier ou quelques vestiges d'aubier, on va appliquer un écart-type, parce qu'on a fait des calculs sur le nombre de cernes présents chez un chêne, le nombre de cernes d'aubier présents chez un chêne, et on sait qu'un chêne produit en général entre 6 et 34 cernes d'aubier. Donc si on a un bois qui a juste un départ d'aubier, on va appliquer cet écart-type, donc on aura une datation un peu moins précise. En revanche, s'il n'a pas d'aubier du tout, on pourra juste déterminer que le dernier cerne, comment dire, daté, est situé en telle année, mais qu'on appelle ça une datation post-sequem. L'arbre n'a pas pu être abattu avant 1515 par exemple, logiquement, mais après 1515. Ça va pour l'instant? Alors ce qui est très intéressant aussi, dans la construction, j'insiste, une datation dendrochronologique renseigne aussi sur la date de la mise en œuvre des bois. Parce que contrairement à ce qu'on a pu entendre après le drame de Notre-Dame, c'est qu'on ne faisait pas sécher les bois, ou très peu. On les abat, on les met en œuvre immédiatement. Il y a des textes, des fois, notamment pour la Bible Fontevraud, entre la commande et la réception des travaux, il y a 4 mois. Et c'était confirmé par la dendro. Donc ça, c'est la force de la dendrochronologie. C'est que une date d'abattage va aussi dater la phase de mise en œuvre des bois. Donc on a des exemples aussi de convergence de résultats entre les datations dendrochronologiques et d'autres sources, comme les millésimes. Ça, ce sont les halles de Questembert, pour lesquelles on avait un millésime en 1675, donc une date gravée sur un des entraits, donc une des poutres. Date d'abattage, automne-hiver 1674-75. Parce qu'on abat souvent les arbres pendant la période hivernale pour plein de raisons. Il n'y a plus de feuillage, la sève est basse, on est libéré des travaux des champs, etc., etc. Un autre exemple, d'un colombier, donc à Port-d'Envaux, on a, alors ça on ne pouvait pas le voir du bas, parce que l'enrayure est située à 6-7 mètres de haut,
Et en s'approchant, on a une inscription du charpentier qui a fait l'ouvrage. À gauche et à droite, vous voyez bien 1750. Pour cet arbre-là, on a eu la chance d'avoir l'objet complet, donc tous les cernes sur notre carotte, vous allez voir. Et c'est bien la datation automne-hiver 1749-50. Bon, j'ai plein d'autres exemples, des confrères aussi. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est très bien. Et comme je disais, c'est que avant d'appliquer cette date, de dire oui, cette date correspond à une phase de mise en œuvre, donc il y a toute une lecture archéologique, je vais y revenir. Parce qu'en anthropologie, il y a le problème de réemploi. Qu'est-ce qu'on date? Qu'est-ce que signifie cette date? Donc avant toute chose, je vais y revenir, mais ici, vous voyez qu'on fait preuve d'économie. C'était un petit bâtiment donc, en Normandie qui était à pan de bois. Donc vous voyez en bas à droite la photo, c'est toute une façade à pan de bois. D'où on réutilisé les bois pour faire l'escalier. On a pu le démontrer par dendrochronologie. Mais grâce aux marches et aux paliers, on a pu dater la phase de mise en œuvre de l'escalier. Bon, ça, je vais passer assez vite, mais contrairement au carbone 14, parce que souvent, quand on parle de dendrochronologie, des fois, je me présente, je me dis, bah là, je fais de la dendrochronologie. Ah oui, donc vous faites du carbone 14. Non, ce n'est pas du tout la même chose. La dendrochronologie, c'est une discipline scientifique qui consiste à comparer des courbes de croissance à d'autres déjà datées. Donc bien sûr, on a des logiciels, on a des bases de données, je vais vous montrer, on va comparer, ces logiciels vont nous aider à trouver les meilleures propositions de datation. C'est à l'opérateur, à nous, de valider les propositions avancées par les logiciels. Mais sinon, c'est pour ça que, en fonction, on a besoin d'éléments pour avancer que cette datation est plus ou moins précise. En gros, plus notre courbe est longue, moins cette séquence de l'argent d'Asser a de chances à se reproduire dans le temps. C'est logique. Imaginez une séquence de 10 ans, elle risque voilà. Si vous avez au moins une séquence qui fait 80 ans, elle risque d'être unique pour... Il y a le nombre de bois qui composent cette chronologie. Ça, c'est très important aussi. On évite de dater des bois seuls. C'est très dangereux, parce qu'on ne sait pas si vraiment ce bois a été stressé et si son signal est bien représentatif de la période donnée. L'avantage quand on fait 12-15 prélèvements et qu'on peut voir qu'il y a une chute qui est visible sur l'ensemble des arbres, c'est d'origine climatique. Vous voyez, ça permet aussi de renforcer ce signal climatique. Après, bien sûr, les qualités des résultats statistiques et différentes choses. En gros, les datations qu'on peut avancer, soit on les qualifie de acquises, ce qui était le cas ici, sauf pour les shops où on a une proposition de datation. Je vais vous expliquer pourquoi. Une datation provisoire. À risque, c'est une datation orientée. Des fois, on travaille avec des archéologues qui savent que on est dans le 13e, donc il dit, bon, nous, on n'a pas de datation parce qu'on a des bois stressés. Il dit, recherchez quand même dans le 13e, voir quelle est la meilleure proposition. Ça peut les aider à les orienter après dans des recherches archivistiques. Puis non daté, c'est non daté. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez, l'émondage, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, l'émondage, surtout, il y en a beaucoup en Bretagne, c'est le fait de supprimer l'ensemble des branches d'un arbre pour faire du fagot, de la litière, parnigo, etc., etc. Ça stresse énormément les arbres. Toutes les chutes que vous pouvez voir ici ne sont pas d'origine climatique, mais sont en effet une répercussion de cette... on supprime tout l'appareil qui permet la photosynthèse à l'arbre. Donc ce genre de bois, on peut les utiliser un peu partout. En Bretagne, on a des bois qui ne sont pas forcément de très belle qualité. Voilà. Dès qu'on travaille en Bretagne, on a toujours un peu peur. À Quimperlé, c'est quand même bien passé. Et la dendrochronoisotopie, c'est une technique qui n'existe pas encore en France. Nous, on est sur un projet pour travailler avec des chercheurs dessus. Là, c'est plus de la chimie. On va utiliser des isotopes dans les celluloses du bois. J'en parlerai plus tard, mais sinon, on peut... Voilà. Ça, c'est l'avenir. Voilà. Donc, avant toute chose, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, on n'est pas là pour dater des bois, mais appréhender des phases de travaux. Toute l'équipe, au sein de l'équipe, nous sommes tous archéologues. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de... La chose importante en dendrochronologie, c'est de savoir si on a déjà des ensembles cohérents. Parce qu'on a cette nécessité de collecter un minimum d'échantillons par phase de travaux. Si par exemple ce plancher-là, c'était 30 000 phases de travaux, ça serait que des datations isolées. Donc pour faire vraiment mener à bien notre protocole d'analyse, c'est compliqué. Donc ça, c'est trop cher, un ensemble cohérent et primordial. Donc comment on va le savoir? Donc on va bien sûr regarder l'uniformité de la charpente. Il y a un dendrochronologue qui s'appelle Patrick Hofsumer qui dit des fois
la couche de poussière, la couleur des bois, des fois aussi c'est un critère, parce qu'en fonction de la manière dont l'arbre a été débité, on peut avoir un aspect différent, des traces d'outillage différents, etc. Il y a aussi tout ce qui est marque de charpente, parce que c'est comme un gros Lego géant, hein, la charpente, on ne peut pas intervertir des pièces avec une autre. Donc il y a des marques d'assemblage qui sont souvent visibles ici ou là. Donc c'est tout un travail comme ça qui est fait au préalable. Et une fois qu'on a compris et vu les différentes phases de travaux, après il y a un autre travail qui consiste à regarder tous les bois et de privilégier les bois les plus favorables à une datation par endroit chronologique. Il y a une seconde analyse. C'est pour ça que c'est assez long quand même. Pour l'échantillonnage, donc sur des structures bâties, on va prendre la tronçonneuse, par exemple. Là, on va vraiment prendre tout ce qui est des forêts creux, on appelle ça des carotteuses dans notre jargon, qui nous permet d'obtenir des carottes de bois. Vous pouvez voir ici, là. Ici, hop. C'est vrai que j'ai oublié de prendre des carottes. Voilà, on les a envoyées ici. Et on rebouche avec des bouchons en bois de chêne ici. Parfois aussi, on fait preuve d'opportunisme, mais nous, c'est important de savoir d'où viennent les bois pour bien les enregistrer, parce que vous verrez que c'est une scène de crime. Hein. L'archéologie travaille comme ça. Hein. L'idée, c'est qu'on a des indices, etc. C'est bien enregistrer tout ça pour bien interpréter ensuite. Donc des fois, on peut être quand même opportuniste, on récupère des sections de bois. Et des fois, des bois entiers, donc tout ce qui est latte éclisse au sein du torchis, c'est intéressant à relever. Alors parfois, c'est dans des cas très particuliers, là c'est sur les vantaux de la cathédrale d'Angers, on peut procéder par photographie. Alors, anciennement, on utilisait la macrophotographie, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux outils qui s'appellent la photogrammétrie. L'idée, c'est très simple, pour créer des nuages de points, donc des objets en 3D, on a soit la lasergrammétrie, vous voyez ça dans les films, ils posent un appareil, ça va tac tac, ou soit la photographie, qui va être couplée avec des logiciels. Donc on va faire plein de photographies autour de la bouteille, on rentre ça dans un logiciel, il va nous créer un nuage de points. Ce que je me suis amusé à faire à la suite j'ai un exemple sur un Brancusi, je ne sais pas si vous connaissez les Brancusi, c'est un artiste quand même assez connu. Sur la version du coq, je m'étais amusé à faire ça à Beaubourg. En gros, moi j'ai fait histoire de l'art, art plastique, etc. Et j'ai essayé de capter, vous voyez, ici, les séquences, ici la face qui montre les cernes, pour ensuite faire de la mesure, vous voyez, des courbes de croissance qui synthétisent la croissance de ces chaînes. Et pour dire, on va essayer si on peut éventuellement dater ces bois. Et ça a très bien fonctionné, parce qu'on a des bois de croissance très favorables. Et donc c'est une œuvre de Brancusi qui date des années 1930. Et on se rend compte que la pièce du bois vient d'un arbre qui était abattu entre 1680 et 1692, 98. Alors que le bas du bois, le dernier simple mesuré, c'est 1812. Donc il a utilisé des remploirs, alors probablement des bois de charpente, parce que quand vous visitez son atelier, à Beaubourg, il y a encore l'atelier de Brancusi, quand vous montez les escaliers à gauche. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de bois sur le sol, et des fois on voit des trous de cheville. Donc il devait utiliser des bois de charpente pour faire. Voilà. Donc ça s'appelle la photogrammétrie. Donc l'enregistrement, comme je vous disais, la dendrochronologie, c'est vraiment l'idée de collecter de l'information, de bien enregistrer. Il est important de savoir que le prélèvement concerne cette poutre et pas une autre, pour plein de raisons. Et donc, on va enregistrer ça vraiment de manière très précise. Alors, au départ, on prenait du papier. Donc ça date il y a 20 ans maintenant. Donc, contexte archéologique, forcément, critères technologiques. À chaque fois qu'on fait un prélèvement, on va noter si c'est ce qu'on appelle un bois de brin. Un bois de brin, c'est un bois qui est simplement équarri. On part de là, on va juste enlever les côtés pour avoir une poutre. Ou si c'est un quartier, donc un quartier d'arbre, etc. Parce que ça peut être intéressant aussi pour l'interprétation. Et ensuite, on va noter différents critères qui sont plus dendrochronologiques sur la présence d'aubiers ou d'écorces, etc., etc. Donc aujourd'hui, maintenant, depuis plusieurs années, nous, on avait travaillé déjà depuis 2008 sur une tablette durcie, et depuis quelques années, maintenant, sur un iPad avec un logiciel qu'on a nous-mêmes développé. Yann dans l'équipe. Alors, combien de prélèvements? Je vous ai déjà un petit peu parlé. Donc, en règle générale, quand on a, comment dire, une maison qui est parfaitement homogène, une maison en pan de bois, nous, on pense objet archéologique quand on veut dater. L'idée, c'est on sait que dans une maison en pan de bois, c'est une seule et même œuvre de charpente. Si c'était un petit manoir en pierre, on n'aurait pas la même logique. C'est-à-dire que le plancher peut ne pas fonctionner avec la charpente. Donc là, on ferait une expertise, donc 12-15 prélèvements sur la charpente, et un complément sur le plancher pour vérifier qu'on est dans la même phase. Voilà. Mais quand on a cet objet archéologique qui est
vraiment un seul et même objet archéologique. En règle générale, on en fait 12 à 15, nous, et voire beaucoup plus si la croissance des bois le nécessite. Les chopes, qui a des bois d'origine plus bocagère, on a fait 25 prélèvements pour la même phase de travaux. On est obligé, en gros, parce que l'idée c'est que plus les bois sont jeunes, plus on va faire de prélèvements ou des problèmes de stress, plus on va faire de prélèvements pour renforcer le signal climatique. C'est la clé de la réussite. Voilà. Donc bien sûr, dès qu'on a davantage de phases de travaux, comme le Our de Laval, Our qu'on a daté des années 1222 quand même, à visiter, c'est quand même super sympa, ben là on a vu différentes réparations. Donc on a fait une douzaine pour la phase 1 et une douzaine de prélèvements pour la phase 2. Voilà. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même phase, il n'y a pas forcément recouvrement entre les séquences. Alors des fois ça peut nous arriver de travailler sur des ouvrages de menuiserie ou des œuvres d'art. Parfois on va travailler sur des meubles anciens. Donc là bien sûr on ne fait pas de trous, on travaille par photogrammétrie. Là on essaye d'utiliser le maximum, d'avoir un maximum de prélèvements. Ici c'est des bois qui avaient été remplacés. Et voilà, même dans la menuiserie, vous voyez, on peut avoir des objets complets parfois. On lit souvent dans les textes que les objets, il faut les expurger, il faut les retirer. Quand on regarde partout dans les charpentes et tout, les objets sont bien là. Alors là, je vous emmène au laboratoire maintenant pour savoir un peu comment ça se passe. Donc l'idée, ça c'est vraiment notre outillage. Une fois qu'on a nos carottes, on va les préparer, on va supprimer un peu de matière pour faire ressortir les cernes. Nous, on a tendance à mettre de la craie, c'est pour ça que vous voyez sur l'écran un petit peu sur l'image qu'il y a du blanc, parce que c'est pour mieux faire ressortir les cernes. Donc l'idée c'est que l'échantillon est posé de bois sur le plateau ici, sous une loupe binoculaire. Donc là il y a une caméra, on peut voir l'échantillon ici, et à chaque fois que on se met au début d'un cerne et à la fin d'un cerne, donc on tourne grâce à une manivelle ici, ben, il y a la courbe de croissance qui se dessine. Et donc on fait ça au moins 2 fois. On ne met pas ça dans une machine, hop, le travail est fait. C'est très manuel encore. Parce que le chêne a des croissances tellement particulières qu'il n'y a aucun logiciel qui permette de capter directement comme ça, en mesure automatique. Pour les conifères, même nous on a développé un logiciel qui permet de le faire. Le chêne non, c'est trop compliqué. Parce que le chêne, quand il a une croissance très lente, très lente, il ne fabrique quasiment pas de bois final, le bois d'été dont je vous ai parlé avant. Donc les logiciels n'arrivent pas à voir la démarcation entre les cernes. Donc ça c'était le procédé ancien, donc ça c'est vraiment le début de la dendrochronologie. On dessinait les courbes, moi j'ai jamais connu ça, on dessinait les courbes sur des feuilles, etc. On mettait sur des tables lumineuses et par glissement comme ça, on essayait de voir les corrélations, donc c'était très long. Donc maintenant nous on utilise des logiciels informatiques. Donc, ce qui est important c'est que nous aussi on ne va pas travailler sur ce qu'on appelle les valeurs naturelles, donc c'est vraiment la vraie mesure, mais on va corriger ces valeurs naturelles. C'est tout simple à comprendre, c'est pour pouvoir comparer des individus jeunes et des individus un peu plus âgés. Vous savez qu'un jeune est plus vigoureux normalement qu'une personne un peu plus âgée. Donc là, je vais vous montrer désormais une petite animation qui avait été faite pour le musée d'archéologie du Mans, qui va vous refaire un peu le principe de datation par Mandreau. Donc ça, c'était un site, le quartier des Filles-Dieu au Mans. Donc là, c'était des bois gorgés d'eau. Donc on a bien cette phase de prélèvement, ici, donc on va collecter, nous on a travaillé sur Rosé par exemple. Donc ici, une fois que les prélèvements sont faits, on va faire de la mesure de largeur de cerne. Donc, comme je vous disais, c'est bois par bois, cerne par cerne. Puis ça, on fait au moins ça 2 fois, voire 3, pour être sûr d'avoir vraiment aucune erreur de mesure. Une fois que chaque échantillon, comme ça, est bien mesuré, on va... Grâce à des logiciels, on va comparer, confronter les séquences les unes par rapport aux autres. Ça c'est fait pour des sixièmes, c'est pas aussi simple. Et on en fait une moyenne, c'est la moyenne que l'on va dater sur des référentiels. Alors là, dans le film d'animation, ils se sont trompés. Normalement, les référentiels en bas sont fixes, ils ne bougent pas parce qu'on connaît l'année. Voilà. C'est plutôt là-haut, la séquence qu'on cherche à dater qui aurait dû bouger. Voilà. Donc une fois qu'on a des résultats des datations qui sont bons, et ben on va déconstruire, on va regarder à l'intérieur de cette moyenne tous les bois et on va forcément regarder ceux qui ont tous les cernes jusqu'à l'écorce. Là il y a les 2 bois qui avaient des cernes jusqu'à l'écorce qui nous permettent de dire que ces bois ont
ces 2 bois ont été abattus en 23 après Jésus-Christ, donc probablement les autres. Voilà. Donc c'est assez précis comme technique. Je peux vous interrompre? Allez-y. Est-ce qu'il y a une mutualisation des bases de données au niveau mondial? Bonne question. J'ai le droit de dire ça. Non. C'est compliqué. Alors, donc moi, certes, je suis une structure privée, mais je suis encore lié au CNRS, etc. Je suis encore membre du laboratoire d'origine. Le souci, c'est que, alors moi, grâce à ces partenariats, j'ai accès aux bases de données publiques, mais je ne vais pas forcément les donner. Alors, nous, dans tous nos rapports, on a toutes les données pour le maximum de transparence. Si un dendrochronologue prend tous les rapports qui ont été faits sur Quimperlé pour faire le travail à 0. En France, on est les seuls à faire ça, de manière systématique. Et le problème, c'est que nous, on fait un vrai effort. Moi, depuis que j'ai commencé, c'est très important de suivre la méthodologie scientifique. Et d'autres, pour des raisons un peu plus économiques, ne vont pas forcément respecter le protocole et tout. Mais en faisant le travail qu'on fait nous, ça nous permet d'avoir des bases de données très très solides. Et je ne vois pas pourquoi je les partagerais que d'autres ne font pas cet effort-là. Voilà, c'est juste pour ça. Après, nos bases de données sont très ouvertes à la recherche. Elles sont beaucoup utilisées par la recherche publique. Et elles resteront toujours pour plein d'articles, etc. Mais je ne donne pas un libre accès comme ça. Et on est plus gros producteur de données en France en plus. On étudie depuis quelques années peut-être 2000 bois par an. Donc, on a très très mal. Je ne vais pas voir mon intérêt à le faire non plus. Mais on n'est pas fermé à ça. C'est-à-dire qu'on communique entre laboratoires quand il y en a qui ont des problèmes, on teste sur nos chronologies, et si on a des résultats, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc les possibilités d'appliquer cette méthode sont quand même assez larges. Donc, en dehors des pans de bois, donc on va travailler beaucoup sur les charpentes de combles. Alors juste pour information, comme vous voyez 1394-1408D, alors le D c'est juste pour dire que c'est une datation qui a été obtenue par dendrochronologie, tout simplement. Hein. C'est pas une date historique trouvée dans des textes, etc. Et ça veut dire que les bois ont été abattus probablement entre 1394 et 1408. C'est comme ça qu'il faut donner la date. Alors que quand vous voyez en automne-hiver 1400, 1399, 1400, c'est que vraiment c'est une date d'abattage, une saison d'abattage. Voilà. Donc ici des planchers, donc on travaille beaucoup sur les planchers. Ici quand sur la maison des archers on a donné sur les planchers. Du pan de bois, des escaliers, on travaille aussi sur des escaliers. Comme je vous disais, des meubles et objets d'art, c'est surtout des meubles sur lesquels nous avons travaillé. Et partout il y a du bois, donc ces différentes études que nous avons menées, sur la herse du château à Angers par exemple. Alors même dans l'eau, vous voyez, c'est des bois gorgés d'eau, c'est un autre aspect, c'est de couleur assez foncée. Des fois, tout ce qui est troncs subfossiles, donc découvert dans des marais, on appelle ça du morta. Si voilà. Alors là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est les problématiques rencontrées. Alors j'espère que je ne vais pas... Sinon, Morgane Tougoat est là pour me corriger. Donc nous, on a vraiment fait ce travail-là dans cette problématique sur laquelle on travaille beaucoup. C'est orienter les travaux de restauration et ici, la valeur patrimoniale de biens immeubles. Donc nous, on intervient souvent en amont des travaux de restauration pour ensuite vraiment bien réfléchir à comment on va faire les travaux. Est-ce que c'est intéressant de les faire, intéressant de restaurer cette charpente, alors que si on nous démontre que c'est du n'importe quoi, c'est du rafistolé, est-ce qu'il y a un intérêt à restaurer ça? C'est un peu ces questions-là. Donc, les différents bâtiments sur lesquels nous sommes intervenus, donc c'est à 15 place Saint-Michel, les Chocs, qui est juste à côté, 3 maisons rue Bruno d'Ars et la maison des Archers. Donc c'est vraiment, c'était les maisons sur lesquelles nous sommes intervenus. Donc on va commencer pour les résultats, donc la maison des Archers, donc à savoir que, vous voyez, on a obtenu sur plusieurs bois, on a comme datation automne-hiver 1504-5. Donc c'était une petite surprise parce que elle était attendue plutôt au milieu XVIe siècle. Voilà, en discutant avec les personnes, bon là c'est daté chez daté. Hein. On a fait une douzaine de prélèvements, tous les bois sont très bien corrélés. Les prélèvements ont eu lieu sur les différents planchers, sur des éléments de façade et même de la charpente de comble. L'idée c'est que voilà, on va essayer de vraiment
d'en faire sur le maximum de pièces de bois et bien répartir l'échantillonnage pour ne pas dater qu'un plancher, quoi. Donc c'est ce qui a été fait pour la maison des archers. Donc quand on a ce genre de datation, on peut dire que probablement, en tout cas au plus tôt, toute cette bâtisse, en tout cas le gros œuvre, a été mise en place en 1505. Voilà. Donc après, il y a tout un travail historique qui va être mené, et on va voir si on a des actes faisant mention de ces travaux en 1505. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, la datation, là, je regardais un petit peu cette maison-là, j'ai fait des comparaisons avec un livre sur les maisons à de bois de Vannes. Ah oui, qui est assez ancien. Vieux, hein. Oui, bon, oui, en France qu'il y a. Il faut prendre les actes du colloque de Tours sur les maisons à de bois. D'accord. Et d'après les croix de Saint-André, tout ça, les brins de fougères, effectivement, on avait dit que c'était effectivement plutôt au milieu du XVIe siècle. En gros, par exemple, on a mené un très gros travail sur la ville d'Angers. On a daté une trentaine de bâtis là-bas, peut-être plus de 20 maisons à de bois, en lien avec les chercheurs de l'inventaire, et qui avaient travaillé avec c'est Dominique Letellier et Olivier Liguet. Et tout était revu. C'est super compliqué parce que il y a des gens, il y a des propriétaires qui préfèrent la manière dont c'était construit avant, et d'autres qui préfèrent la nouveauté. Donc se fonder uniquement sur l'histoire de l'art, et donc c'est un peu le problème. Donc vraiment, je vous conseille, c'est de la construction à pan de bois, en espérant que ce ne soit pas épuisé, mais c'est des actes de colloque à Tours. Vous avez les derniers états des travaux. Voilà. Vous retrouverez, il y a tout un article sur Angers, il y a sur plein de choses. C'est une idée d'acquisition pour la médiathèque. Ah oui, complètement. Ouais. On vous le mettra à disposition, cher collègue. Non, il faut vraiment se méfier de ça. Et tout là, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est des fois, je sais pas, j'ai pas un truc en tête là, mais ça ne vient pas comme ça, mais peut-être. Mais ici, donc une autre maison. Alors, ce qui est intéressant, donc là, c'est la rue Raymond d'Ars. On commence par la plus ancienne. Vous voyez, c'est un an après. Ce qui est intéressant dans cette maison, donc c'est pareil, hein, l'échantillonnage a été mené à la fois sur des éléments de façade, de plancher. Alors quand on fait des éléments de plancher, bien sûr, on va privilégier ce qu'on appelle les solives débordants sur rue. En gros, c'est les solives qui vont surtout permettre l'encorbellement, soutenir les éléments de façade du dessus, quoi. On ne fait pas ça sur n'importe quelle solive. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même fait des prélèvements sur la charpente, qui a dû être remanié quand même, mais il y a quand même un bon noyau de cette charpente qui est en place. Ça, c'est super intéressant, contrairement aux deux autres maisons voisines. Et donc là, on est vraiment une datation très fine aussi. Donc, au plus tôt, voilà, c'était mis en place en 1506 pour cette maison-là. Donc, je sais pas, là, je pense qu'on était plutôt dans les dates attendues, ou je sais plus trop pour le coup. 1550. Pareil, c'était pareil. Après, ça a vieilli. Comme nous. Bah, tant mieux, hein, je trouve ça. Voilà, c'est pas proportionnel. Oui, ici, la charpente de comble a disparu. Alors non, c'est pas une datation fine, là, c'est un problème de copier-coller. On a une datation moins précise. Alors, pour info, je vous le dis tout de suite, mais vous retrouverez tous ces résultats-là sur notre base de données en ligne. On a fait la mise à jour pour les journées européennes hier. Donc, tous ces résultats-là, vous les retrouverez sur notre base de données en ligne. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai fait une bévue de copier-coller. Attendez, excusez-moi, c'était pas prévu. Donc là, c'est la maison 10 rue Raymond d'Ars. Ici, on est entre 1489 et 1500. Date d'abattage des bois. Voilà. Ici, pour la date d'abattage des arbres. En revanche, celle-ci, vous voyez les dates, quand on peut être surpris. Hein. Là, on a plusieurs pièces de bois qui ont des objets complets. Et c'est automne-hiver qui ont été retrouvés, 1553-1554 et année 1554. Quand on met année, c'est qu'on n'arrive pas, c'est un tout petit cerne, on n'arrive pas à déterminer la saison d'abattage. Donc on est au plus tôt en 1554. Là, il y a une cinquantaine d'années qui séparent cette maison-là de la maison voisine. Bon, on sent qu'en façade et tout, il était beaucoup plus restauré, moins. Mais c'est pareil, hein, c'est la plupart des échantillons qu'on a réalisés en façade et sur les poutres de plancher sont synchronisés. Hein. C'est pas juste un bois sur deux, voilà, c'est vraiment. Tous les rapports ont été remis. Voilà,
Donc ça c'est pour la maison voilà, de rue Raymond d'Ars. Pour les shops, c'était assez particulier, vous voyez. Là j'ai annoncé une datation provisoire. C'était des bois, c'était très compliqué à travailler sur cette maison-là. On a fait, de mémoire, on a fait 25 échantillons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout la même qualité d'arbres qui ont été exploités. Autant pour les différentes maisons sur lesquelles nous avons travaillé, on a des bois qui étaient assez âgés, qui ont été coupés, donc utilisés dans la construction. Autant celle-ci, vous voyez la largeur de cerne. On a des cernes qui sont centimétriques. On avait des bois très très jeunes et d'origine bocagère. Donc ces bois-là sont parfois torturés à moitié, stressés, parce qu'ils n'ont pas été émondés mais fortement élagués. Et donc ça va les blesser, ils ont beaucoup de nœuds. Et donc ça a posé des problèmes. Et c'est pour ça que j'ai dû faire 25 prélèvements, je crois, sur cette maison, pour essayer d'avoir le maximum et de renforcer ce système climatique. Quand on fait une datation provisoire, c'est qu'on a quand même des arguments solides pour avancer une proposition de datation, sinon ce serait non daté. Mais on préfère prendre une petite sécurité au cas où, voilà. Parce que, on avait quelques soucis. Et je vais finir aussi par la maison 15 place Saint-Michel. Pourquoi je termine par celle-ci? Parce que là, on a une grosse surprise. Déjà, c'est la plus ancienne datée à ce jour en Bretagne. Oui. C'est la plus ancienne, mais vraiment. Donc, on est situé entre 1394 et 1409. Probablement vers 1400. L'autre originalité de cette maison-là, c'est que dans l'ouest, on avait une autre maison qui est datée les bois avaient été abattus en automne-hiver 1399-1400. C'est à Angers, rue Saint-Aignan. Ce qui est très intéressant, donc on est vraiment dans les mêmes périodes chronologiques, c'est que c'est une maison qui avait une salle haute sous charpente, cette maison place Saint-Michel, et une probable chambre suspendue, donc une petite pièce là qui était juste derrière ces façades, ici. Donc cette poutre-là, sur cette poutre-là, il y avait une cloison, donc c'était une pièce fermée. Et on a ce dispositif-là, rue Saint-Aignan, à Angers. Donc vous voyez la date d'abattage. Ici, on avait une salle haute sous charpente, en forme de botte. Donc ça, c'est le travail de Dominique Letédier et Olivier Guiguet. Et vous avez aussi une chambre suspendue ici. Donc on a le même principe qu'à Angers. Donc c'est très intéressant. Et donc ça, c'était vraiment la belle découverte de l'étude. Je ne comprends pas ce que c'est une chambre suspendue. Alors c'est une pièce qui pouvait être, qui était, d'après l'auteur, ça peut être une espèce de débarras, des choses comme ça. On y accédait uniquement par une échelle. Mais c'est une pièce fermée, qui peut être utilisée de 1000 façons. Ça, c'est un extrait, par exemple, des actes du colloque de Tours, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la belle découverte. Et c'est vrai que trouver des maisons à pans de bois, parce que même, alors j'ai pas regardé, mais ce serait la 10e plus ancienne de France, parce qu'il y a très peu de... L'ingénieur du patrimoine, M. Cassin, la semaine dernière. Donc moi, je pensais que c'était dans... Ouais, je savais que c'était dans le top 10, après le 10e exactement, donc ça, j'ai pas regardé, mais oui, c'est un exemple assez rare. Alors, qui a aussi vécu, mais la chance, c'est que tout ce qui est en avant, là, est vraiment de cette période-là. Parce qu'à l'arrière, c'est une maison qui était plus longue. Elle était coupée à un moment donné. Et la cloison en pan de bois, on n'a pu la dater. Donc il y avait un bois en moins qui avait un objet complet qui nous donne abattage 1569. Et il y a une autre aussi restauration, un remaniement qui est vers l'arrière du bâtiment. C'est pas facile à découvrir, mais c'est vraiment les poutres qui sont du premier étage vers l'arrière. Où là, ils sont mis pour mettre en place une cheminée, etc. Dont on a pu dater les bois de automne-hiver 1669-70. Mais vraiment, la chance, c'est que vraiment la structure ancienne est vraiment très présente. C'est pas juste des vestiges, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Donc voici pour la résultat de Quimperlé. Et comme je vous disais, donc, que vous pouvez retrouver sur notre base de données en ligne. On a une base de données en ligne qui vous permet de retrouver plein de documentation, plein d'autres photos des interventions que vous avez faites sur les maisons à Quimperlé. Et là, c'est un autre exemple d'une maison sur laquelle on avait travaillé à Angers. Là, c'est une date d'abattage des bois, c'est 1168-69. Oui, on peut avoir des charpentes très très anciennes encore dans du bâti ancien. Donc voilà, donc j'en ai terminé.
fin. Diane. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez l'adresse, mais Mais du coup, si moi j'avais juste une. Quand on parlait du top 10, que cette maison, la place Saint-Michel, se situe dans ce top 10, quelle est la première bâtisse du coup c'est à Cahors. Ok, d'accord. C'est à Cahors, on est de mémoire, on est dans. Donc, que je ne dise pas de bêtises, je vais pas réviser. Hein. Je crois que c'est fin 13e. Quand même. Ouais. Donc, un autre système d'assemblage qu'on ne voit pas après pour le fin 14e. Mais ouais, c'est Cahors. Il y a deux maisons, ouais. Cahors, puis il y en a une autre à côté aussi, mais c'est dans le sud-ouest. D'accord. Ouais. Daté, hein, effectivement, maison. Daté par Dendrochrone, j'insiste, Ouais, parce que heureusement, j'espère qu'on aura d'autres découvertes. Ouais, bien sûr. Mais daté à ce jour. Ok. Aujourd'hui, à ce jour, daté assurément, c'est la plus ancienne de Bretagne. Il y en a une autre que je viens de dater, ça fait un article de journal il y a 3 jours, à Guingamp. Mais bon, la différence de celle de Quimperlé, c'est que c'est très très remanié. Ici, là, on a vraiment la structure qui est vraiment là. Et la charpente est magnifique, avec des sculptures, des poinçons sculptés, etc. C'est une beauté. Ouais. Vraiment, non, objectivement, c'est une très belle maison. Il faut la sauver. Non, mais vraiment, j'en vois beaucoup de patrimoine hein, depuis 20 ans, et ça, c'est vraiment faux. Je sais. Elle est très dégradée actuellement. Elle est très dégradée. Ouais. Après, on a des compétences, hein, pas nous, hein, mais au niveau charpente, on a la chance d'avoir des gens qui savent faire. Oui, il faut l'argent. Je sais, mais bon, après, c'est Ceci notre dit, mémoire. on a commencé par une étude anthropologique. On a aussi un monsieur le maire, on soutient tout ce qui est des restaurations de maisons à plan de bois. Donc là, ce que vous avez vu, les résultats des 6 maisons. Enfin, 5-6 maisons. Parce qu'on a 2 qui appartiennent à la ville Quimperlé, la maison des archers et les shops, les autres sont des propriétés privées. Donc on accompagne les propriétaires privés pour restaurer ces maisons, donc qui sont protégées monuments historiques, qui sont inscrites monuments historiques, sauf la maison des archers et les shops qui sont classés. Donc du coup l'État intervient, la région Bretagne aussi intervient auprès de nous pour accompagner ces propriétaires privés. Afin de les restaurer et de les préserver. Donc ça c'est une nécessité en cours, on étude Tendreau, et également on a mis en place avec la région et la DRAC une étude architecturale et sanitaire de ces maisons. Donc c'est en cours, donc c'est pour ça qu'il y aura forcément des recoupements, une analyse plus complète. On est au tout début et je remercie M. Zigol de nous avoir accompagnés sur ces dossiers et ces maisons. Et on est au début en fait de cette histoire en fait, de restauration de ces maisons et avec des propriétaires privés. Oui, mais c'est vrai que c'est la restauration des maisons en bois, là, on les voit dans les villes de Vannes, de Quimper ou ailleurs. Bon, ça a changé l'allure de la ville, mais ça suppose beaucoup d'argent quand même et beaucoup d'aide parce que les propriétaires privés à Quimper ne roulent pas sur l'autre forcément. Et quand on voit les maisons de la rue Bremondas, le torchis apparaît sur certaines façades parce que rien que le crépi, ils ne sont pas capables de le refaire, quoi. Et donc quand il n'y a pas de crépi qui cache le latis, enfin c'est face à l'ouest, donc les pluies pénêtrent et on a des acquisitions récentes. Ce qui est encourageant dans la ville, c'est que les maisons qu'évoque Alain viennent d'être acquises. Donc l'intérêt pour nous, c'était d'aider ces propriétaires, ces nouveaux propriétaires, à prendre les bonnes décisions. Et donc cet argent public, il est investi pour aider les propriétaires à prendre de bonnes décisions. Donc rue Brémondars, on a aujourd'hui de nouveaux propriétaires avec des projets qui sont des projets qui devront évidemment être parfaitement respectueux de ce patrimoine et de cette richesse. Et évidemment que ce que vous nous dites aujourd'hui, alors Morgane m'avait défloré le secret hier, mais c'est quand même, pour la ville de Quimperlé, c'est assez extraordinaire d'apprendre qu'on a là certainement la maison la plus ancienne datée de Bretagne. Donc la démarche qui est la nôtre, c'est évidemment d'avoir une discussion avec avec la propriétaire. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est des initiatives privées, mais très accompagnées par la puissance publique. Et je peux pas m'avancer. C'est vraiment très, très, très chouette. Quoi. Mais il mérite d'être classé. Quoi. Voilà, il y a des après, oui, ça va nous aider à engager un certain nombre de démarches et à faire valoir cette richesse et à aider les propriétaires surtout à prendre de bonnes décisions. Après, la question des moyens financiers, évidemment, elle se pose toujours, mais c'est aussi à la puissance publique, comme on l'a fait en bas de la rue Savary, avec
avec la belle maison qui est restaurée aussi, on a accompagné ce projet du début à la fin, mais vraiment à chaque étape avec le propriétaire pour l'aider à mobiliser le plus possible d'argent public. Au moment où les travaux ont été faits, il y a eu quand même de sacrées surprises aussi. Donc il a fallu revoir tous les plans de financement pour aider ce propriétaire à mettre plus d'argent encore dans la restauration, parce qu'à un moment donné, l'architecte du bâtiment de France a dit, bah oui, mais ce que nous venons de découvrir, ça oblige à se poser un peu et à refaire un autre projet. Donc là, ce que vous nous présentez aujourd'hui, pour nous, c'est très très important. On a une idée de combien ça coûterait la rénovation de la maison de Saint-Michel? Justement, c'est l'accompagnement qu'on propose avec les propriétaires, c'est que l'architecte Yves Pandy, qui travaille pour nous, en fait le projet commence depuis 15 jours à peine, va accompagner le propriétaire et va proposer une étude de diagnostic architectural et sanitaire. Donc c'est lui qui va... Surtout la façade. C'est le deuxième étage de la fusée. L'étude qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le premier étage de la fusée. La ville de Quimperlé a déjà délibéré sur le deuxième étage de la fusée. Et ça va aider donc les propriétaires ensuite à prendre de bonnes décisions. C'est justement en lien avec l'étude qui va définir les priorités. C'est pas possible. Mais on ne peut pas donner un chiffre. Non, mais même par comparaison avec d'autres maisons qui ont déjà été rénovées, j'entends. On a tout le temps des surprises, et de bonnes surprises en termes de patrimoine et de valorisation. Donc c'est vraiment pas. Ça dépend. Ouais, les maisons de bois donc, permettent de reconstituer un peu l'histoire de la ville de Quimperlé. Ils s'occupent de l'association, donc du patrimoine de l'histoire de Quimperlé. Au XIXe siècle, Quimperlé était couvert de maisons en pan de bois, donc on a beaucoup détruit parce que la ville s'est enrichie à ce moment-là. Quand on s'enrichit, on a les moyens de faire quelque chose de neuf. Là, les maisons en pan de bois qui font l'objet d'une étude par la ville, là, donc, ne sont qu'une partie seulement des maisons en pan de bois, et il y a d'autres maisons, qui sont cachées sous des crépis ou qui sont cachées sous des murs variés. Donc, ça pourrait être intéressant de faire l'inventaire de toutes les maisons en pan de bois qui ont une partie en pan de bois ou totalité en pan de bois et qui ne sont pas visibles, quoi, parce que ça permettrait aussi. Bon, alors là, c'est compliqué de faire des études, c'est cher, il faut avoir les laboratoires spécialisés comme le vôtre, donc c'est évident. Et donc, si on avait ce projet-là, ça permettrait de mieux connaître l'histoire de la ville de Quimperlé. Et quand on a le dispositif qui est pas récent, des aides au ravalement, c'est là qu'on compte. Donc là, il y a de la puissance publique qui intervient. C'est là que parfois on a les propriétaires nous disent on a fait notre ravalement, puis on a découvert que et donc on le sait juste à quelques mètres d'ici. Il y a eu des surprises. Bon, après, il y a la responsabilité du propriétaire, il y a un dialogue qui s'engage. Puis le ciment et le béton sur le bois, c'est un ménage. Il y a souvent des problèmes des fois de restauration, mauvaise restauration, c'est un problème. Restauration malheureuse. Et quand on fait une découverte comme ça, il n'y a pas un droit de préemption. Ça, je ne sais pas du tout. Non, en fait, sur les propriétés privées, de toute façon, on a le code de l'urbanisme et le code du patrimoine qui interviennent. On est en SPR, en site patrimoine remarquable, parce qu'on a des monuments historiques partout déjà, pour commencer. Et chaque propriétaire, à chaque fois qu'il y a sur façade, sur rue, dépose un permis ou un nombre de permis de construire. Donc on est au courant. Donc c'est l'ABF ensuite qui inspire, qui donne un avis sur des projets de construction et de restauration. Et que ce soit en accord forcément avec le SPR, c'est patrimoine remarquable, et le code du patrimoine. Donc tout ça c'est instruit et c'est assez bien suivi sur Quimperlé, je dois dire. Et je sais que nous, la ville, on est assez au courant, comme dit monsieur le maire, de ce qui se passe. Ouais. Surtout sur les pans de bois, grâce au dispositif pans de bois qui a été mis en place il y a 1 an, 2 ans. On est au courant. Et monsieur le maire signalait tout à l'heure la maison de la rue Savary qui a été magnifiquement restaurée. Elle ne faisait pas partie de cette étude d'Andro. Non, mais on l'a daté. Vous l'avez daté? D'accord. Une fois chez j'ai complètement oublié, c'est sur le site internet. À l'époque, c'est quand même une datation provisoire qui me demande quand même d'être certifiée. Alors c'est marrant parce qu'en fonction des bois qui sont utilisés, vous voyez, alors là, mais il y avait une bonne proposition quand même. Alors je sais plus les dates, c'est vrai que j'aurais pu la mettre, mais j'ai complètement. C'était une opération un peu. C'était une opération qui était faite juste avant.
C'est ça. avant qu'on engage la démarche, enfin quasiment au même moment. Ouais. Donc on l'a pas. Oui, mais à titre d'exemple pour les Quimperois, c'est vrai que c'est très Ça fait important. partie de la même dynamique. On va vous donner la datation, mais c'est vrai qu'à l'époque la démarche était déjà engagée par le propriétaire, donc on n'avait pas à aller le motiver, il est très très motivé. 8 rue Savary, exactement. Donc là, on était situé probablement entre 1580 et 1584. Et là, on avait des bois aussi assez, avec des croissances très compliquées. Donc, voilà, bonne proposition de datation, mais on ne peut pas encore la prendre pour acquis. Des d'autres questions? Vous connaissez tout la dendrochronologie maintenant, les métiers de dendrochronologue. En bois, avec un permis, on a fait le couvent des Ursulines. Tout à fait. Il y a le couvent des Ursulines. Il y a des Ursulines aussi dans le cadre de l'étude, on n'a pas pensé à ça, mais c'est Voilà, c'est vrai que j'ai pas commenté sur le pain en bois, mais des Ursulines. Voilà, vous retrouverez tout ça sur le base de mon ligne. En tout cas, c'était un exposé passionnant. Ah oui, merci. Il y a tout ça sur la